Notre sujet santé du jour, professeur, c'est votre quotidien, la mémoire. Juste avant d'en parler, de cette mémoire, comment bien l'entretenir, comment peut-être la muscler un petit peu, eh bien nous allons regarder ce reportage qui est très bien fait. En 1 minute 30, comment ça marche la mémoire? Regardez. Oh, je me souviens plus encore où j'ai garé ma voiture. Eh ben moi j'avais complètement oublié que t'avais le permis. La mémoire vous joue des tours? Oui, mais laquelle? Aujourd'hui, les neurosciences distinguent 5 types de mémoire. La mémoire perceptive, qui imprime dans notre esprit les sons, les images et les autres sensations. La mémoire de travail, qui retient les informations le temps qu'elles nous servent pour exécuter une tâche. Par exemple, mémoriser un numéro de téléphone, le temps de le composer ou de le noter. La mémoire procédurale qui nous permet d'exécuter une suite de gestes de façon automatique. Grâce à cette mémoire, on marche, on fait du vélo sans y penser. Il faut compter aussi avec la mémoire sémantique, notre dictionnaire interne, c'est nos savoirs, notre culture. Et enfin, la mémoire épisodique, autrement dit, nos souvenirs, les événements de notre vie. Contrairement à ce qu'on croit souvent, en vieillissant, notre mémoire ne faiblit pas. En fait, avec l'âge, c'est notre faculté d'attention et donc de concentration qui diminue. Si vous ne voulez pas avoir la mémoire qui flanche de trop, eh bien c'est tout bête. Il faut la faire travailler, faire de bons gros dodos, c'est pendant le sommeil que le stockage et le tri s'effectuent, et éviter le stress, l'alcool, les drogues et autres méchants perturbateurs. C'est bien mémorisé? Eh ben, on va essayer de tout mémoriser. C'est pas toujours facile de tout mémoriser, mais on a vu différents types de mémoire sémantique, épisodique. La mémoire épisodique, c'est celle qu'on appelle la mémoire vive, en gros, c'est ça? C'est celle de l'instant? Non, la mémoire épisodique, c'est la mémoire qui est personnelle, c'est la mémoire contextualisée. C'est ce que vous vivez, c'est ce qu'on est en train de vivre et dont on se souviendra peut-être dans 5 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an. D'accord, donc c'est celle qui peut rester gravée très longtemps ou qui peut s'évacuer assez rapidement. Qui est très contextualisée et qui est très liée aussi aux émotions. Voilà, alors les émotions, vous m'avez dit, et la mémoire, c'est très très lié. Évidemment, quand on a un souvenir douloureux ou un souvenir très heureux, on va le garder à vie, ce souvenir. Comment elle fait le tri, la mémoire, entre toutes ces choses qui ne sont pas forcément utiles? Parce que sinon, notre disque dur, il serait plein en permanence. Alors effectivement, il y a différents types de mémoire et pour la mémoire épisodique, justement, les émotions jouent un rôle qui peut être d'ailleurs positif ou négatif. Des émotions positives ou négatives peuvent renforcer un souvenir. Par exemple, dans le stress post-traumatique, on a un syndrome de répétition, une reviviscence d'une situation qui a été dramatique. On a aussi le contraire, c'est-à-dire qu'on a parfois des personnes qui, à cause d'une émotion négative trop importante, vont en apparence oublier l'événement. En réalité, l'événement reste présent. Donc effectivement, dans le quotidien, la mémoire s'adapte à notre vie, c'est-à-dire qu'on ne garde en mémoire explicite que les choses qui nous sont utiles. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mémorisées qu'on n'utilise pas. Ouais. En réalité, nous mémorisons beaucoup sans nous en rendre compte. Quand on parle de mémoire de travail ou de mémoire procédurale, est-ce qu'on est par exemple sur la mémoire qui nous permet, ne serait-ce que de conduire une voiture tous les jours? Est-ce que ça c'est de l'automatisme, mais est-ce que ça fait partie de la mémoire? Alors c'est deux choses différentes. La mémoire de travail, c'est celle qui nous permet, par exemple, si on nous donne un numéro de téléphone qu'on n'a pas de quoi noter, de le garder en mémoire le temps de le recomposer. C'est pendant 20 secondes, c'est vraiment pour travailler avec. Dans le quotidien, par exemple, pour essayer de me souvenir du début de ma phrase. Sinon, je peux perdre le fil de mon discours. Très bien. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des procédures, des gestes, de ce qu'on apprend. Donc, effectivement, conduire une voiture, ça fait appel à des apprentissages que l'on conserve. C'est une mémoire extrêmement solide. C'est-à-dire qu'on a des personnes amnésiques, éventuellement, qui ont des maladies de la mémoire, mais qui continuent à utiliser correctement la voiture. Ouais, ou faire la cuisine, etc. Ou faire la cuisine. On va écouter la question d'une enseignante. Elle s'appelle Véronique et elle va vous demander, parmi les différents types de mémoire, s'il y en a une qui est peut-être plus efficace que d'autres en matière d'enseignement. Écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis enseignante depuis 22 ans. Dans mon métier, je travaille avec différents types de mémoire et je souhaiterais savoir comment reconnaître la mémoire visuelle et auditive de mes élèves et si une mémoire est plus efficace qu'une autre pour retenir et travailler dans le temps. Alors, est-ce qu'on peut identifier d'abord un élève qui aurait une mémoire plus auditive que visuelle? C'est facile, ça, ou pas? Oui, il y a des différences interpersonnelles qui existent probablement aussi déjà dès l'enfance, avec des enfants qui sont plus doués, on va dire, pour l'apprentissage visuel, d'autres plus doués pour l'apprentissage auditivo-verbal, des mots. Par contre, je ne suis pas certain qu'on puisse privilégier une mémoire par rapport à une autre. La mémoire, par définition, c'est aussi constituer des associations. Oui. Et plus on utilise de canaux, plus on utilise de formes de mémoire ou de contenus différents,
plus forte sera ce qu'on appelle dans notre jargon la profondeur de l'encodage, c'est-à-dire la trace mnésique qui se constituera sera d'autant plus solide qu'elle est multimodale, fait appel à plusieurs types de mémoire. La meilleure, parce qu'elle demandait est-ce qu'il y en a une à privilégier pour mes élèves, serait laquelle? C'est difficile de dire. La mémoire visuelle est plus automatique et donc elle est effectivement beaucoup plus sollicitée et probablement plus facile. Oui. La mémoire auditivo-verbale est une mémoire qui, par définition, nécessite plus d'attention, nécessite un apprentissage et une compréhension du langage, mais probablement que c'est celle qui est la plus impliquée dans l'apprentissage scolaire. D'accord. Mais après, c'est chaque personnalité qui est plus à l'aise avec l'une ou l'autre. Oui, je pense. Et d'autre part, il ne faut peut-être pas privilégier trop une mémoire par rapport aux autres. C'est l'association, Entraîner les deux. les différentes modalités qui est importante. Écoutez ce témoignage, c'est Catherine. Alors, comme vous, elle est neurologue et elle nous donne quelques trucs et astuces pour mieux mémoriser, pour mieux imprimer, comme on dit. Comment s'occuper de sa mémoire dès le matin, en ne s'en occupant pas? Car ce qui va être très utile pour le fonctionnement de la mémoire, pour récupérer les informations, par exemple les choses qu'on a à faire dans la journée, ou apprendre de nouvelles choses, c'est d'avoir des capacités d'attention parfaitement libérées. Avoir passé une bonne nuit de sommeil, avoir des distractions, aller à son rythme, tout ça est un bon indicateur d'une bonne journée. Les écoliers, les scolaires, auront pu, en se couchant également, lire une dernière fois la leçon qui pose un peu des problèmes ou la poésie, et ils verront que, comme par enchantement, le matin, les choses se sont bien mises en place, car le sommeil a fait le travail de la mémoire, tout tranquillement, pendant qu'ils dormaient. Voilà. Apprendre avant de se coucher, ça, il n'y a rien de tel, c'est vrai? Effectivement, le sommeil joue un rôle de consolidation de la trace mnésique, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant que nous dormons, il y a un processus qui va renforcer la trace mnésique. Donc effectivement, le fait d'avoir un dernier apprentissage avant de dormir peut faciliter les choses. Ouais. Mais il se fera même si on n'a pas appris juste avant de se coucher. Bon. Mais effectivement, la nuit prochaine, votre mémoire va fonctionner et vous allez revivre, votre cerveau va revivre tous les événements que vous avez vécus aujourd'hui. Et il va faire le tri de ce qui est important de conserver, de ce qu'il faut évacuer. Absolument, oui. Il va faire le tri, il va faire la sélection, il va renforcer certains souvenirs et d'autres pas. Est-ce que vous avez quelques trucs et astuces pour entretenir notre mémoire et pas forcément la muscler, vous m'avez dit, parce que c'est un entretien quotidien plus qu'un entretien de sportif ou en tout cas un entraînement de sportif. D'abord, le cerveau n'est pas un muscle, mais effectivement, si on l'entraîne, si on fait de l'entraînement mnésique, si on fait des exercices de mémoire, nos capacités de mémoire vont augmenter. Sauf que si on arrête de faire l'entraînement mnésique, elles vont diminuer. Donc, ce qui est important à long terme, c'est surtout un mode de vie qui privilégie des interactions sociales. Rester actif à la fois sur le plan physique, l'activité physique a un impact positif sur le plan des capacités cognitives, mais aussi rester actif sur le plan cognitif, mais pas forcément en faisant des exercices, en ayant une activité qui soit plaisante. Parce que si on fait quelque chose de déplaisant, on ne le fera pas longtemps. C'est-à-dire ne serait-ce que parler avec ses voisins, absolument, trouver des garder des interactions. Voilà. C'est important de dire que c'est dans la durée. Et ce n'est pas parce qu'on va muscler sa mémoire pendant un mois qu'on va ensuite garder une bonne mémoire. Merci beaucoup. On aurait eu encore des milliers de questions. Malheureusement, on est déjà au bout de cette chronique. Merci, professeur Secaldi.